Hello les sunshine. Alors ça y est, il est l'heure du live qui a été annoncé toute la semaine. Donc le titre c'est réactiver le parent intérieur pour sortir des schémas toxiques. Je suis un petit peu déconcentrée parce que tout simplement là je suis dans mon cabinet où je fais mes consultations. Et quand je regarde par la fenêtre, je vois plein de choses. Je vois l'orage qui se prépare. Peut-être qu'on va entendre tonner. J'entends les oiseaux qui sont à fond. Et puis il y a un chèvrefeuille juste en dessous et je sens son parfum, c'est juste incroyable. Donc c'est les conditions, je dirais pas idéales, mais c'est des magnifiques conditions pour ce live. Donc maintenant l'enfant intérieur, l'enfant blessé, le poids du passé, tout ça vous connaissez très bien. Ou si vous ne connaissez pas parce que ça fait très peu de temps que vous faites partie de ma communauté, vous allez vous familiariser avec tout ça très vite, notamment avec les différents lives que j'ai mis soit sur mon profil, soit sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me demander si vous voulez y avoir accès et je vous dirai où aller. Et donc aujourd'hui, je voulais parler du parent intérieur et savoir de qui il s'agit, quel est son rôle et surtout en quoi est-ce qu'il peut vous aider à sortir des schémas toxiques. Voilà, donc je vais vous répondre aujourd'hui à toutes ces questions. Avant, je vais me présenter pour celles qui, et ceux peut-être, qui me découvrent. Donc Béjaflore, c'est mon pseudo sur le profil Facebook. Mon prénom, c'est Camille. Mon nom complet, c'est Camille Bert. Et donc mon pseudo Béjaflore, c'est un mot portugais qui signifie le colibri et qui m'a été donné par un maître de capoeira brésilien, puisqu'au Brésil on parle portugais. Et j'adore ce pseudo parce que il est rattaché à mes origines, la Guadeloupe notamment, dont le colibri est le symbole. Et puis, il symbolise aussi les valeurs auxquelles je suis attachée, qui sont tout simplement de contribuer, de faire ma part, aussi petite soit-elle, pour arriver à faire de ce monde un lieu un peu plus accueillant pour tout un chacun. Alors, je vous propose de commencer par le commencement. Et le commencement, ça va être de faire un voyage dans le temps, à remonter au temps où votre père était un petit garçon et où votre mère était une petite fille. Vous prenez le temps de faire ce petit voyage dans le temps et d'observer ce petit garçon, cette petite fille. Qu'est-ce que vous voyez? Bonjour Cindy. Merci d'être là. Qu'est-ce que vous voyez quand vous faites ce petit voyage ou ce grand voyage dans le temps où votre père est devenu un petit garçon et où votre mère est devenue une petite fille? C'est super important. Qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce que vous ressentez? Voilà. Et donc, dans le meilleur des cas, ces deux personnes viennent d'une famille qu'on va qualifier d'équilibrée. Et donc, cette famille saine, cette famille équilibrée, qu'est-ce que c'est exactement? Donc, quelques éléments de réponse, bien sûr, qui ne sont pas exhaustifs. On peut toujours approfondir le sujet et aller de plus en plus loin dans les ramifications. Mais simplement, une famille équilibrée, c'est une famille qui est fluide, où il y a de la place pour le changement et pour le mouvement. C'est une famille dans laquelle les rôles sont interchangeables, où le père peut faire la vaisselle, par exemple, et où la mère peut passer la tondeuse à gazon ou regarder un match de foot en buvant une bière. Voilà, c'est une famille où rien n'est sclérosé, rien n'est figé, rien n'est stéréotypé. Chaque membre de la famille a suffisamment de place pour avoir son individualité propre, ou s'il y a plusieurs enfants, un enfant peut simplement adorer lire dans sa chambre tranquillement et l'autre aller jouer dehors au foot par exemple avec ses copains, et où on ne va pas dire à l'un qu'il faut prendre exemple sur l'autre parce que chacun a sa propre identité. Une autre chose qui est importante, c'est que dans une famille saine, les émotions ont toute leur place. Donc on a le droit d'être triste, on a le droit d'être en colère,
La colère n'est pas menaçante pour aucun des membres de la famille parce qu'ils savent lui donner sa place et, et l'interpréter d'une façon juste. La peur à sa place, mais on a aussi le droit d'exprimer sa joie. Je pense à des petits-enfants qui explosent de joie et qui parfois sont un petit peu rabroués parce que ça fait du bruit, ça peut déranger. Toutes les émotions ont leur place. Et donc, il y a aussi de la place pour le jeu, pour la créativité, pour l'imagination, pour l'amour, tout simplement. L'amour et la vie. Alors, bien sûr, il y a aussi des problèmes hein, dans ces familles-là. Une famille saine ne veut pas dire une famille idéale, parfaite, rêvée, fantasmée. Non, il y a aussi des problèmes, il y a aussi des conflits dans ces familles, mais eux aussi ont toute leur place et ils ne représentent pas non plus une menace. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a des conflits et des problèmes qu'il y a la peur d'être rejeté, la peur d'être humilié, ou bien de subir un châtiment, une punition injuste par représailles. Et dans ces familles, il y a aussi des limites. Voilà, la famille idéale n'est pas une famille où tout est permis, où c'est du grand n'importe quoi, on va dire, parce que les limites, en fait, elles sont nécessaires pour créer un sentiment de sécurité chez l'enfant. Et donc, dans ces familles-là, ce qui est important, c'est d'être accepté comme tu es, et c'est d'être responsable de tes besoins, de tes émotions, de tes désirs, mais pas de ceux des autres, et surtout pas de ceux de tes parents. Donc ça, c'est pour la famille saine. La famille dysfonctionnelle, on peut imaginer que l'un ou l'autre de tes deux parents viennent d'un schéma de famille dysfonctionnel et dans le pire des cas, les deux, le père et la mère, viennent de ce type de famille et malheureusement c'est assez fréquent parce qu'une personne qui vient de ce genre de famille devient une personne blessée et elle va immanquablement être attirée par une autre personne blessée. C'est comme si ces deux personnes parlaient le même langage d'une certaine manière. Donc, à quoi reconnaît-on une famille dysfonctionnelle? Donc, à l'inverse de la famille saine où c'est le mouvement et la fluidité qui vont être une grande part de sa définition, dans la famille dysfonctionnelle, tout est sclérosé, tout est rigide, tout est figé. Donc, les rôles sont immuables. On a le père qui est le chef de famille, la mère qui va qu'à la cuisine, par exemple. Ce n'est qu'un exemple. Mais ça veut dire que jamais l'un ne va prendre la place de l'autre. Les émotions, contrairement à la famille saine, n'ont pas toute leur place et elles sont refoulées. Par exemple, un garçon ne pleure pas. Ou bien une fille ne va pas rire à gorge déployée parce que c'est inconvenant. Ça ne se fait pas. Voilà, ça a l'air un petit peu caricatural comme ça, mais quand on observe autour de soi, on se rend compte que encore aujourd'hui, on retrouve ce genre de schéma. Et a fortiori, encore plus pour nos parents, pour la génération qui nous a précédés, puisque on est encore dans notre voyage dans le temps où on imagine notre père, notre mère, alors qu'ils étaient petits garçons et petites filles. Et donc, dans ce schéma-là, dans une famille dysfonctionnelle, les enfants vont progressivement apprendre à faire des choses pour être acceptés et aimés ou tolérés, au lieu d'exprimer qui ils sont profondément. Et donc, petit à petit, ils vont perdre leur unicité, ils vont perdre leur moi profond et à leur tour, ils vont se figer, se scléroser sous un masque, sous une fausse identité. Autre chose, dans ce type de famille, les conflits et les problèmes sont synonymes de danger, et j'irais même jusqu'à dire de danger mortel, parce que ça va signifier le risque d'être rejeté,
d'être humilié, d'être victime d'une punition injuste, d'être abandonné, que ce soit au sens propre ou au sens figuré, d'une façon symbolique. Et ça, pour un enfant, c'est une forme de mort, c'est quelque chose de très très menaçant. La culpabilité dans ces familles est omniprésente parce que l'enfant va non seulement oblitérer, cacher, réprimer ses besoins, ses désirs, ses émotions, mais en plus, il va se sentir responsable des besoins, des émotions, des désirs de ses parents. Et ce qui est très contradictoire, ou en tout cas paradoxal, bonjour Aurélie, c'est que malgré cet effet de sclérose, d'immobilité mortifère, on va dire, qui crée un climat extrêmement tendu, hein, qui va vider les personnes de leur substance, hein, les bloquer au lieu de leur permettre d'exprimer qui elles sont. Ben, malgré ça, parfois, il n'y a pas de limite saine et de cadre bienveillant. Alors, bienveillant, on comprend, mais les limites sont posées d'une manière très polarisante, du tout ou rien, où l'enfant peut être secoué, maltraité, brutalisé ou négligé. Et puis, à un autre moment, peut-être couvert de cadeaux ou de grandes déclarations d'amour à un autre moment. Et donc, il y a une métaphore qui illustre parfaitement ces deux types de familles, c'est la métaphore du mobile. Dans une famille saine, dans une famille où tout fonctionne bien, où les émotions, les rôles sont fluides, quand il y a du mouvement, d'un côté, eh ben, c'est accompagné d'un autre côté et l'équilibre est maintenu. Voilà, parce que rien n'est sclérosé. Alors que dans une famille dysfonctionnelle, s'il y a un déséquilibre dans le couple parental, par exemple, le père est alcoolique, la mère est dépressive, ce genre de choses, ou des fois des choses beaucoup plus subtiles, hein, ce n'est pas forcément des familles totalement en proie à la violence d'une façon un peu excessive. Des fois, ce sont des choses, des traumas un peu plus en mode sous-marin, pour rester dans l'image de la mère. Mais s'il y a un déséquilibre qui se crée dans le couple parental, toute la structure est affectée. Et donc, les enfants, dans tout ça, ils vont chercher à tout prix à maintenir l'équilibre. Et comment ils vont faire ça? Comme je l'ai dit précédemment, ils vont le faire aux dépens de leur identité, de leur unicité. Ils vont le faire aux dépens de leurs besoins, de leurs émotions, de leurs désirs. Et en somme, ils vont le faire aux dépens de leur vie. Voilà, c'est pour ça que des fois, j'ai des personnes qui viennent à moi et qui me disent « il faut que je sorte de tout ça » et qui utilisent cette expression « c'est une question de vie ou de mort ». Voilà, et c'est vraiment à prendre au sérieux cette expression parce que c'est une mort symbolique, c'est la mort de leur moi profond, c'est la mort de leur identité, c'est la mort de leur pulsion de vie, tout simplement. Et donc ces enfants, dans ce cas, ils vont assumer un rôle figé pour protéger l'identité familiale, pour créer l'illusion d'un tout qui aurait une existence propre. Et donc c'est comme s'ils étaient jetés en pâture pour nourrir un démon insatiable qui est le système familial. Et dans un système familial dysfonctionnel, malsain, toxique, c'est quelque chose de terrible. Et donc, que deviennent ces enfants en grandissant? Rappelez-vous, on est toujours dans ce voyage dans le temps où on accompagne le père devenu petit garçon, la mère quand elle était petite fille. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir en grandissant? Ils vont devenir des adultes avec un enfant intérieur blessé. Et donc, ça sera, en fait, on va percevoir un adulte en face de soi,
Mais en réalité, ce qu'on va avoir en face de soi, c'est un enfant blessé qui sera en demande insatiable d'amour, de reconnaissance et d'identité. Un petit peu comme sur cette deuxième image où on a une femme adulte, mais en réalité, ce qui s'exprime à travers ce qu'on voit, c'est cette petite fille blessée. Et donc, que se passe-t-il? Le père, le petit garçon est devenu un père, ou en tout cas un homme. La petite fille est devenue une femme. Et donc, ce sont tes futurs parents, hein, puisqu'on est dans ce voyage dans le temps dans lequel nous sommes entrés au tout début. Que se passe-t-il quand ces enfants grandissent et qu'ils se rencontrent pour fonder une famille? Ces deux personnes, à l'intérieur de chacun d'eux, il y a un enfant blessé. Et la toute première stratégie qu'ils vont utiliser pour répondre aux besoins de cet enfant blessé, c'est le couple. Peut-être que ça te rappelle quelque chose, et c'est normal parce que c'est une stratégie extrêmement courante où le discours intérieur, c'est « je tombe amoureuse de toi », si on est une femme, « je t'offre tout, je te donne tout, mais tôt ou tard, je vais attendre de toi que tu me donnes tout à ton tour et que tu sois mon père idéal, d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu viennes combler ce vide que j'ai au fond de moi, ce vide intérieur qui est abyssal, qui est sans fond, grâce à ton amour, grâce à ton attention, grâce à cette capacité que je vais attendre de toi de répondre à chacun de mes désirs, à chacun de mes besoins, à mes émotions, et ça peut-être même dans le meilleur des cas sans que j'ai besoin de les verbaliser parce que je vais attendre de toi le pouvoir de les deviner. Et si ce n'est pas le cas, je vais me sentir profondément blessée, trahie, abandonnée, rejetée, humiliée parfois, toutes ces blessures d'enfance, parce que ça vient réactiver cette petite fille blessée ou ce petit garçon blessé que j'ai au fond de moi. Et bien sûr, on comprend tous que cette stratégie est un miroir aux alouettes, que c'est une illusion et un mensonge. Parce qu'en face de nous, on a souvent quelqu'un qui réagit de la même manière depuis ses blessures. Et alors, il va y avoir une deuxième stratégie qui va se mettre en place. Parce que quand on se rend compte que dans le couple, on ne reçoit pas toute cette nourriture qu'on attend avidement, parce que justement il y a ce vide intérieur qui a été creusé depuis tout petit et toute petite. Et donc pour assouvir ce besoin d'amour, ce besoin de considération, ce besoin d'écoute, ce besoin d'exister et d'être reconnu, pour se sentir valorisé aussi, vers qui ton père et ta mère vont se tourner? Ils vont se tourner vers toi. Ils vont se tourner vers leur enfant ou leurs enfants. Et donc, ils vont attendre de toi que tu viennes nourrir cette blessure narcissique, que tu viennes nourrir cette blessure originelle, d'identité. Et donc, ils vont chercher à travers toi leur propre existence, leur propre identité originelle. Et c'est toi qui va devoir leur donner cet amour, cette attention qu'ils n'ont jamais eu. Et à travers toi, à travers leur enfant, ils vont essayer de trouver une existence, de la reconnaissance, mais aussi du pouvoir. C'est comme si, en fait, ce n'est pas des parents que tu avais pour venir te guider, t'accompagner, t'écouter, écouter tes besoins, prendre soin de toi, te protéger, ce qui est la fonction naturelle d'un parent. En fait, c'est comme si tu étais accompagné par deux enfants de 3 ans qui sont en géant, comme ça, et qui ne sont pas des adultes accomplis. Et quelque part, ils vont attendre de toi que tu sois l'adulte. Et j'ai souvent des clientes, puisque je n'accompagne que des femmes aujourd'hui, j'ai souvent des clientes qui, quand elles me racontent
leur histoire. Elle me raconte l'histoire d'une petite fille qui a vécu cette inversion des rôles et qui a dû prendre soin de la mère ou du père, mais d'une façon qui n'est pas normale, d'une façon qui est complètement désaxée. C'est-à-dire que c'est le monde à l'envers. Voilà. Et donc, toi, petite fille ou petit garçon, tu vas entrer dans cette danse infernale, tu vas t'oublier pour nourrir leurs besoins, parce que ce sera la seule solution pour exister, pour subsister, pour survivre, parfois pour survivre psychologiquement, dans un système familial toxique. Et donc, bien sûr, à ton tour, tu vas devenir une enfant blessée, tu vas grandir avec cette blessure au fond de toi, et tu vas reproduire ce schéma avec ton entourage, et si tu en as, avec tes enfants. Et donc, vous avez bien compris que là, on est en train d'être dans un cercle vicieux. Alors, quelle est la solution pour s'en sortir? La solution, c'est ce parent intérieur dont je parle dans l'introduction et qui est l'intitulé de ce live. Donc, la solution, le moyen de se sortir de ce cercle vicieux, de cette danse infernale, c'est de faire un choix conscient, un choix assumé, un choix éclairé, une fois adulte, de donner à ton enfant intérieur tout ce dont il a besoin sans venir s'appuyer sur les stratégies que j'ai décrites précédemment, ces deux stratégies qui sont vouées à l'échec, c'est-à-dire d'aller chercher à se combler à travers le couple ou bien à travers tes propres enfants. Donc, vers qui vas-tu devoir te tourner? La réponse est assez évidente et je pense que tu l'as tout de suite comprise et devinée. Tu vas devoir te tourner vers toi-même, tu vas devoir faire un retour vers toi. Et mes clientes connaissent très bien cette expression parce que je l'emploie vraiment très souvent. Donc tu vas devoir apprendre à devenir ton propre parent intérieur. La solution ne va jamais venir de l'extérieur, jamais. Et c'est là que ça demande cette prise de conscience, cette lumière, cette forme de maturité pour comprendre que la solution, elle va toujours venir de l'intérieur. Si tu attends une solution de l'extérieur, tôt ou tard, il va se passer quelque chose qui va réactiver ta blessure et qui va te remettre dans cette danse infernale et dans ce cercle vicieux. Donc tu dois apprendre à devenir une mère aimante, une mère douce, une mère bienveillante pour toi-même. Et tu dois apprendre aussi à devenir ce père protecteur qui sera capable de dire non, qui sera capable de poser des limites pour ton propre bien. Et donc tout cela dans la sécurité, tout cela sans jamais plus être dans la hantise de l'abandon, du rejet, de la trahison, de l'humiliation, de l'injustice, de ces 5 blessures de l'âme qui doivent certainement être très familières pour toi aujourd'hui. Donc ce parent intérieur, il est capable de pourvoir aux besoins de l'enfant blessé en toi parce qu'il va être capable de le protéger, de le défendre, de l'aimer, de prendre soin de lui, de dialoguer avec lui, de lui pardonner ses erreurs et de lui donner le droit d'exister pleinement, de lui donner l'autorisation d'être pleinement qui il est. Parce qu'il y a une chose qu'il faut vraiment comprendre qui est très importante et quand tu arrives à faire ça, c'est juste magnifique. Tu es venu ici sur Terre, tu es né ici uniquement dans ce but, pour t'épanouir en étant pleinement toi. Que ce soit un chêne, un roseau, une marguerite, une pivoine, une rose, un brin d'herbe, toute cette multiplicité, chacun a sa place. Et tu es venu ici sur Terre pour prendre ta place et pour t'épanouir et exprimer pleinement qui tu es.
Donc évidemment que cet enfant intérieur, que ce parent intérieur, ce père, cette mère intérieure, ce sont des métaphores. On l'a tous et toutes bien compris. Mais ce sont des métaphores puissantes qui vont te restituer ton droit à vivre, ton droit à exister, ton droit à recevoir. Et c'est quelque chose qui n'est pas facile pour beaucoup de personnes. Ton droit à donner, bien sûr, et plus tu vas réaliser tout ton potentiel, plus tu auras à donner véritablement, généreusement, authentiquement et sans attendre que ce don soit une façon de quémander l'amour de l'autre et de faire la preuve de ta valeur, parce que tu n'auras plus à entrer dans cette danse infernale, comme je l'ai décrite. Donc tu vas pouvoir faire ça d'une manière pleine et libre, librement, sans culpabilité, sans retenue, sans honte, sans peur, mais au contraire dans la joie, dans la confiance et même dans la fierté. Donc tu comprends maintenant à quel point c'est vraiment important de guérir ces blessures du passé pour toi, en tout premier lieu pour toi, pour retrouver ton équilibre intérieur, ton alignement, pour enfin te sentir heureuse, sereine, légère, tous ces adjectifs que mes clientes utilisent quand elles décrivent ce qu'elles veulent dans leur vie, comment elles veulent se sentir enfin, mais aussi pour ne pas faire peser ces blessures du passé sur ton entourage et notamment sur tes enfants, si tu en as. Alors peut-être qu'à ce stade, tu vas t'interroger et te demander comment faire, par où commencer, comment renouer avec ces différentes parts de toi, cet enfant intérieur et ce parent intérieur qui va te permettre de retrouver de la bienveillance, de l'amour, ce sentiment de sécurité. La réponse que je fais à ces questions, c'est le programme Sunchild, sur lequel je communique à travers mon profil Facebook. Ce programme d'accompagnement sur 6 mois qui va permettre à mes clientes de guérir de ce passé pour qu'ils cessent de venir impacter leur présent et pour qu'elles puissent enfin vivre pleinement leur vie, pour que toi, tu puisses vivre pleinement ta vie. Donc c'est un programme que je peux qualifier de magnifique aujourd'hui, dont je suis très fière, dans lequel j'ai une confiance totale parce que j'ai des retours à chaque fois qui me bluffent de mes clientes, parce que c'est toujours un cadeau magique de voir cette transformation et ça m'arrive très régulièrement d'être témoin de ces moments-là. Donc je suis fière de ce programme, je suis fière et aussi pleine de gratitude parce que c'est merveilleux de pouvoir accompagner d'autres êtres humains à déposer leur fardeau et à être libérés, délivrés, comme dans la chanson. Mais c'est vraiment un travail passionnant qui va au cœur de l'humain et chaque accompagnement est totalement unique. Parce que tu es totalement unique, donc c'est tout à fait naturel. Donc si tu veux en savoir plus sur cet accompagnement, tu peux réserver un créneau sur le lien Calendly qui est sur mon profil. Tu peux venir me contacter par MP. Donc on va échanger. Ça c'est très important pour moi auparavant d'échanger avec les personnes qui viennent vers moi pour mieux les connaître, mieux connaître leur histoire, mieux connaître les obstacles auxquels elles doivent faire face et puis ce qu'elles veulent aussi pour savoir si je suis la bonne personne pour les accompagner. Et donc si c'est le cas, et ben bonsaï, on travaille ensemble et à partir du moment où on travaille ensemble, je me mets entièrement à ton service. Voilà, donc on arrive à la fin de ce live que j'ai adoré partager avec les personnes qui m'ont fait le plaisir d'être là et c'est un immense plaisir, donc merci infiniment
d'avoir pris un peu de votre temps pour être présente. Je vous offre mes connaissances théoriques et c'est un cadeau que je fais avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. J'adore faire ça, partager. Mais le plus important, et c'est ce qui se passe avec l'accompagnement, c'est de passer à la pratique pour mettre en place des exercices, les intégrer, vivre leur enseignement. Et encore une fois, quand je vous accompagne, je me mets à votre service et c'est vraiment un privilège d'être à vos côtés sur une partie du chemin, parce que le chemin n'est jamais fini. Ce serait vous mentir si je vous disais qu'à la fin de l'accompagnement, vous devenez des lumières réincarnées. Et de toute façon, la lumière, vous l'avez déjà au fond de vous. La seule chose qu'il faut, c'est simplement la révéler. Voilà. Donc, je vais terminer avec un mot merveilleux. Mais avant ça, je vous invite à liker, à partager, parce que ça peut aider aussi d'autres personnes à comprendre des choses. Je sais que tous ces lives apportent beaucoup aux personnes qui les regardent. Et n'hésitez pas aussi à commenter, parce que ça me permet à moi de voir comment je peux donner encore plus, comment je peux ajuster les informations que je partage, et aussi à poser toutes les questions qui peuvent vous traverser l'esprit, parce que là encore, ça me permet d'aller un peu plus profondément dans tout ce que je vous donne. Voilà, il y aura un live prochainement, possiblement sur la dépendance affective. C'est là-dessus que je suis en train de réfléchir. Les liens entre l'enfance et la dépendance affective. Et puis donc, ce mot sur lequel je veux finir, c'est merci. Merci infiniment. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt.